Donc maintenant, on est dans une situation où c'est ce que vous dites qui renforce l'extrémisme. Quand vous dites que l'immigration pose un problème, il faut aussi parler des avantages de l'immigration. Parce que moi, quand je travaille en France, je paye mes impôts ici. Donc les étrangers qui sont là, il y a une partie qui peut travailler et envoyer au pays aider. La majorité paye ses impôts, s'installe dans vos pays, enrichit vos pays. Donc ce sont des citoyens productifs. Après, il faut voir, il y a une minorité qui vient, il y a des morts. Monsieur le Président, que ce qui se passe au Sahel n'est que les conséquences de ce qui a été fait en Libye. Cette intervention en Libye où vous avez oublié, quand je parle de vous, je ne parle pas de votre personne, je parle de votre position. Vous avez oublié l'existence de l'Union africaine. Monsieur le Président, vous l'aimez le dire. Nous sommes au Mali pour aider le Mali. Si nous n'étions pas venus au Sahel, il n'allait pas avoir de gouvernement actuellement au Mali. J'ai envie de vous dire que si ce n'était pas les Africains, il n'allait pas avoir de France aujourd'hui. Nous sommes liés, nous sommes liés, nous sommes liés. Arrêtez de dire que vous êtes venus nous aider. Non. Parce que le terrorisme ne menace pas que le Mali. Vous êtes aussi menacés. Arrêtez de nous culpabiliser sur une position de victime. Mais Adam, je ne vous culpabilise pas. Monsieur le Président, je n'ai pas terminé. Je ne vous culpabilise pas. J'essaie de restaurer justement un dialogue réciproque et de respect. Oui. On n'est pas là simplement pour nos intérêts quand on arrive au Mali en 2013. C'est un fait. Par contre, ce que vous avez dit sur la Libye, je l'ai dit plusieurs fois comme président, je partage ce que vous avez dit. La Libye, on n'a pas respecté la souveraineté d'un peuple, et ça, c'est une erreur. D'accord, merci d'avoir reconnu ça. Et si vous reconnaissez ça, vous allez voir que ce qui se passe au Sahel n'est que les conséquences de cette intervention. Donc, vous êtes au Sahel pour corriger l'erreur que vous avez commise en Libye, et en corrigeant ces erreurs, vous êtes en train de commettre d'autres erreurs. Monsieur le Président, je vous rappelle que l'intervention militaire étrangère n'a jamais réglé un problème. La Libye, elle est comment aujourd'hui? L'Afghanistan, c'est comment aujourd'hui? Donc l'intervention militaire ne va pas arranger les choses. Je ne voudrais pas que mon pays soit comme la Libye. Prenez votre responsabilité et surtout arrêtez de dire que nous sommes là pour vous aider. Non, vous n'êtes pas là pour nous aider. On est ensemble. On a un ennemi commun. On le combat ensemble. Et pour finir, ces sorties ces derniers jours entre vous et les autorités maliennes, c'est juste une honte. Parce que c'est une honte. Vous avez le même ennemi et l'ennemi, il est grandi. L'ennemi, il prend de l'ampleur dans ça. Faites-moi plaisir. Dites-leur. Du coup, arrêtez ça, arrêtez ces discours paternalistes, dire que nous allons vous aider, non, nous n'avons pas besoin d'aide, nous avons besoin de coopération, nous avons besoin de partenariat, et nous sommes liés par l'histoire, mais nous sommes liés par les enjeux, nous sommes liés par les défis. Mais je suis 100% d'accord avec ce que vous venez de dire. Mais après, vous ne pouvez pas me dire, vous ne pouvez pas couvrir les propos inacceptables qui ont été tenus par des gens qui, eux, n'ont ni la légitimité ni la légalité pour eux. Or, ils ont tenu des propos inacceptables. Non, mais je vous le dis. Et vous ne pouvez pas me dire, on doit avoir un dialogue équilibré, réciproque, et me dire, dès que je vous parle avec le cœur et que je vous dis la vérité, je serai paternaliste. Je ne suis pas paternaliste, je suis sincère. J'ai droit à la même sincérité que vous. Ne me demandez pas, dès que je dis la vérité, je serai paternaliste. On ne va jamais s'en sortir. Vous me dites la vérité avec votre cœur, vous me prenez à partie, vous me bousculez. J'ai le droit de vous dire ma vérité aussi. C'est pas du paternalisme, c'est de la sincérité. Ok, Monsieur le Président, non, juste pour dire que la sincérité n'exclut pas la courtoisie, la sincérité. Et je suis courtois comme vous l'êtes avec moi, madame. Oui. Nous sommes courtois les uns. Je suis carrément d'accord avec vous, Monsieur le Président. C'est juste vous dire que j'adore votre sincérité, mais elle n'exclut pas le respect, elle n'exclut pas la courtoisie. Je pense que nous avons l'un et l'autre, là dans le débat, une très grande courtoisie. Absolument. Et on fait la démonstration qu'il n'y a pas de paternalisme. Il n'y a pas d'agressivité, il y a une vraie sincérité, mais il n'y a pas de tabou. Et ce que vous avez décrit sur ce qu'on fait au Sahel, c'est exactement ça. Moi, je ne pense pas que l'intervention militaire soit l'alpha et l'oméga. Je pense le contraire. Et donc, le problème que vous avez aujourd'hui, c'est qu'il y a une autorité de transition qui dit « ils devraient rester là militairement, parce qu'ils ne veulent pas faire le travail ». Nous, mais exactement, il y a des accords avec des engagements de toutes les parties. Et donc, nous, on est là pour la sécurité, mais à côté de ça, depuis 2017, on a l'Alliance internationale pour le Sahel, qui est de l'aide au développement avec la Banque mondiale, l'Allemagne, tous les pays, justement, européens et autres, qui est cet investissement solidaire qu'on a dans la région. Et il y a le rôle du retour de l'État. Chacun doit faire sa part. Et plus vite le reste est fait, plus on peut se retirer militairement, ce qui est beaucoup mieux. Parce que je vais être clair avec vous, je partage totalement la finalité. Jamais une intervention militaire ne remplace le travail d'un État. Jamais. Et moi, je peux vous dire les yeux dans les yeux que je n'ai jamais envoyé l'armée française contre un État souverain ou pour remplacer un État souverain. C'est ce qui a été fait en Afghanistan, ce qui a été fait en Libye. C'est la grande différence avec le Sahel. Refermons le chapitre. Monsieur le Président. Donc maintenant, on est dans une situation où c'est ce que vous dites qui renforce l'extrémisme. Quand vous dites que l'immigration pose un problème, il faut aussi parler des avantages de l'immigration. Parce que moi, quand je travaille en France, je paye mes impôts ici. Donc les étrangers qui sont là, il y a une partie qui peut travailler et envoyer au pays aider. La majorité paye ses impôts, s'installe dans vos pays, enrichit vos pays. Donc ce sont des citoyens productifs. Après, il faut voir, il y a une minorité qui vient, il y a des morts, certes. Mais je voulais souligner une chose. Le discours que vous avez, il est encore légitime tant que l'Afrique restera muette. Et moi, aujourd'hui, je voulais m'indigner pour le silence de l'Union africaine. Les gens là qui meurent sur les plages, et je mesure mes mots, si c'était des Blancs, la terre entière serait en train de trembler. Ce sont des Noirs et des Arabes. Alors eux, quand ils meurent, ça coûte moins cher. Ici, j'étais venu en 2008 et j'avais dit, l'Union européenne, avec ses flottes de guerre,
avec son économie. Je vous dis une chose, si on voulait attaquer nos pays ici en Occident, il y aurait des moyens de se défendre. Donc si on voulait sauver les gens dans l'Atlantique, dans la Méditerranée, on le ferait. Parce que les moyens qu'on a mis pour Frontex, on aurait pu les utiliser pour sauver les gens. Mais on attend qu'ils meurent d'abord. C'est à croire que le laisser mourir est même un outil dissuasif. Et je vais vous dire une chose, ça ne dissuade personne. Parce que quelqu'un qui part et qui envisage l'éventualité d'un échec, celui-là peut trouver le péril absurde et donc l'éviter. Mais celui qui part pour la survie, qui considère que la vie qu'il a à perdre ne vaut rien, eh bien celui-là, sa force est inouïe. Parce qu'il n'a pas peur de la mort. C'est exactement pourquoi il faut pourquoi fermer des votre discours, il faut sauver l'Afrique et sauver l'Europe. Vous ne pourrez pas rester comme des monsieur, vous ne resterez pas comme des poissons rouges dans la forteresse européenne. La crise actuelle nous a démontré ça. Au jour d'aujourd'hui, l'Europe ne sera plus jamais épargnée tant qu'il y aura des conflits ailleurs dans le monde. L'Europe ne sera plus jamais opulente tant qu'il y aura des carences ailleurs dans le monde. On est dans une société de la mondialisation où un Indien gagne sa vie à Dakar, un Dakarois gagne sa vie à New York, un Gabonais gagne sa vie à Paris. Que ça vous plaise ou non, c'est irréversible. Alors trouvons une solution collective ou bien déménager d'Europe parce que j'ai l'intention de rester. Quand quelqu'un part, c'est comme quelqu'un qui est élu, choisi, peut-être le plus débrouillard. Et il y a tout un clan ou toute une famille qui pose son espoir sur cette personne-là. Monsieur, là, je vous vois bien habillé, bien nourri. Si vous étiez affamé chez vous, peut-être que votre famille serait ravie d'imaginer que vous pourriez aller gagner de quoi faire vivre les autres. Donc c'est aussi une solidarité qui est en œuvre. On laisse partir quelqu'un, on compte sur lui. Vous allez me laisser terminer. Et Schengen, entre guillemets Schengen, ça me permet d'être invité aux Pays-Bas, monsieur, donner des conférences dans vos universités. Quand ils trouvent que mon cerveau est convenable, là, ils l'utilisent. Par contre, ils sont embêtés à l'idée d'avoir mon frère, qui n'est pas aussi diplômé que moi et qui pourrait avoir peut-être envie de travailler dans le bâtiment. Donc, vos pays deviennent schizophrènes. On ne peut pas trier les gens comme ça avec les étrangers utiles et les étrangers néfastes. Et la deuxième chose que je veux dire aussi, c'est que les Européens, là, on voit des Africains qui viennent, d'accord? Ce mouvement, ce déplacement de population, on le voit. Mais on ne voit pas le mouvement des Européens allant vers les autres pays. Alors celui-là, c'est le mouvement des puissants, ceux qui ont l'argent, ceux qui ont le bon passeport. Donc vous allez au Sénégal, vous allez au Mali, vous allez dans n'importe quel pays du monde, au Canada, aux États-Unis, partout où je vais, et je voyage tout le temps, je croise des Français, des Allemands, des Hollandais. Je les rencontre partout sur cette planète parce qu'ils ont le bon passeport. Donc, comme avec l'exotisme, l'Europe s'était arrogé le principe unique, unilatéral de l'exotisme. Les autres sont exotiques. Alors que pour quelqu'un de mon village, il n'y a rien de plus exotique que quelqu'un d'Amsterdam. Maintenant, pour l'étranger aussi, pour les voyages des temps modernes avec la mondialisation, quand les pauvres viennent vers vous, il y a des mouvements de foule qu'il faut bloquer. Mais quand vous, avec votre passeport et avec toutes les prétentions que cela donne, vous débarquez dans les pays du tiers-monde, là, vous êtes en terrain conquis. Donc on voit les pauvres qui se déplacent, on ne voit pas les riches qui investissent dans nos pays. L'Afrique se développe en taux entre 5 et 10%. Ce n'est plus de la progression, c'est de la surchauffe. Sauf que quand des pays du tiers-monde se développent et qu'ils n'ont pas les moyens, pour gérer tout ça, il faut une ingénierie, il faut une formation, il faut des populations pour installer une démocratie. Là, cette surchauffe-là, vous avez besoin qu'on reste dominé pour servir de débouché à l'industrie européenne. Alors il faut arrêter l'hypocrisie. On sera riches ensemble, on va se noyer tous ensemble.